vais aborder un sujet qui est important, qui sont les lésions transfixiantes de la coiffe des rotateurs, comme vous pouvez voir sur l'image à droite. Et si cela vous manque, je pourrais également, et vous demanderez à Stéphanie, vous parler aussi plus tard dans une autre conférence des ruptures partielles, des SLAP par exemple, de l'omarthrose, des tendinopathies, des raideurs. Donc tout ça, ce sont des sujets bien différents de ce que je vais vous parler aujourd'hui. Et donc le sujet aujourd'hui va être centré sur les ruptures transfixiantes de la coiffe, et j'élimine donc de cette conférence les ruptures partielles, qu'elles soient superficielles ou profondes. Donc on verra quelques données anatomiques, c'est toujours intéressant de parler toujours du même sujet. La première partie qui sera le diagnostic positif et de gravité, les indications de réparation, on parlera un petit peu de technique bien sûr, chirurgicale, je vous montrerai quelques images vidéo. Les suites opératoires, je sais qu'il y a beaucoup de rééducateurs, de kinés, d'ostéopathes aussi qui assistent à ces conférences. Et puis surtout un sujet très intéressant qui est finalement la sélection des patients grâce aux résultats que l'on connaît de ces réparations et aux facteurs pronostiques qu'on a pu identifier. Alors sur le plan anatomique, vous savez que l'épaule c'est une articulation qui n'a pas de congruence naturelle, avec une tête humérale beaucoup plus grande que la glène, qui explique l'instabilité, mais aussi qui explique les stabilisateurs, qui sont des moyens passifs que vous connaissez, en particulier capsulo-ligamentaire et le bourrelet. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, des moyens de stabilisation active, en particulier la coiffe des rotateurs. Sur ces images, vous voyez la totalité de la coiffe, des dessins. La réalité n'est pas tout à fait comme ça, puisque la coiffe, c'est un continuum de tendons, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est quoi. Qui est le sus-épineux, qui est le sous-épineux. On n'a pas de limite anatomique précise. C'est donc une chape qui va recouvrir la tête humérale et qui s'insère sur le trochitaire. Donc en avant, sur l'image à droite, vous avez le sous-scapulaire, bien sûr. Au-dessus du sous-scapulaire, c'est ce qu'on appelle l'intervalle des rotateurs, donc entre le tendon du sous-scapulaire et le tendon du sus-épineux. Cet intervalle contient le tendon du biceps et il est fermé par le ligament coraco-huméral. Le sus-épineux, qui va être l'essentiel du topo d'aujourd'hui, puisqu'il représente plus de 95% des lésions de la coiffe. Et puis, sur l'image à gauche, le sous-épineux et le teres minor, c'est-à-dire le petit rond. Je vous ai remis cette image parce que ça, c'est une image assez intéressante pour comprendre ce que l'on peut voir en arthroscopie. C'est une image finalement latérale, puisque l'arthroscopie a cette vision-là, où on voit très bien la prolongation donc, de la coiffe vers l'arrière et cet intervalle des rotateurs avec le biceps. Le diagnostic, eh bien, très souvent, et moi j'ai souvent dit à mes élèves que le diagnostic d'une rupture de coiffe, c'est un diagnostic avant tout clinique. L'examen radiologique n'est là que pour conforter ce que l'on a trouvé cliniquement. Ce sont des patients qui viennent nous voir essentiellement pour des douleurs, avec une topographie qui est au niveau du moignon de l'épaule, qui irradie souvent vers le deltoïde, parfois dans le biceps, et aussi parfois dans la fosse sus-épineuse ou sous-épineuse. Et ces douleurs sont calmées par la position de la sieste, c'est-à-dire en abduction, rotation externe, dans cette position-là, puisque ça permet d'effacer le contact du sus-épineux par rapport à la voûte osseuse acromiale. Ces douleurs, elles sont souvent nocturnes, empêchant le patient de dormir sur son épaule, mais elles sont aussi diurnes, mécaniques, apparaissant soit en élévation rotation interne, soit en abduction rotation interne. Peuvent s'y associer une perte de force, en particulier chez les sujets jeunes, sportifs ou des travailleurs de force, des diminutions des amplitudes qui sont souvent des diminutions du fait de la douleur, et puis une gêne dans l'activité quotidienne. L'histoire de la pathologie, c'est pas homogène. Il y a des patients qui ont des antécédents traumatiques, d'autres non. Il y a des accidents du travail, et vous savez à combien c'est péjoratif. Il y a aussi des patients où c'est un début brutal, un début qui peut être beaucoup plus chronique. Il y a même des récurrences, c'est-à-dire une épaule qui va bien pendant de nombreuses années, qui fait mal, qui va à nouveau bien, qui fait à nouveau mal. Certains patients ont déjà eu plusieurs traitements. Donc le début, il est très variable. Il peut être progressif, avec des micro-traumatismes répétés, soit par des activités de loisirs, soit par du sport. Mais il peut être aussi aigu,
souvent traumatiques, une chute, en particulier chez les personnes plus âgées. Ça peut être également des traumatismes violents lors d'activités sportives, comme l'haltérophilie, ou les chutes également chez les sportifs en rotation externe contrariée. Face à ces patients-là, eh bien, vous allez bien sûr faire un examen programmé de l'épaule. On appelle ça programmé parce qu'on fait toujours la même chose. C'est un examen qui est bilatéral, comparatif, qui va permettre une évaluation fonctionnelle par le score de constant, qui va vous donner finalement à un instant T eh bien, l'état fonctionnel du patient. Et dans cet examen, on ne va pas tout voir aujourd'hui, on va se concentrer sur des éléments qui vont nous permettre de définir quels sont les patients à opérer ou pas à opérer, donc participer au bilan avec l'étude des amplitudes, le testing musculaire tendineux et le testing acromioclaviculaire, puisque l'acromioclaviculaire, cette articulation, impacte vraiment l'espace sous-acromial dans lequel est présent le tendon sus-épineux. Et puis, on fera également, à la fin de cet examen, une mesure de la force. Alors, les amplitudes articulaires de l'épaule, on doit les étudier en actif et en passif, et on n'est pas obligé d'utiliser beaucoup de mesures. L'abduction, personnellement, moi, je ne mesure jamais l'abduction, puisque de toute façon, vous allez avoir un contact direct de l'extrémité supérieure de l'humérus et de la coiffe avec l'acromion. Donc, si c'est un patient qui a mal, il va avoir mal. Et ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, l'élévation dans le plan de l'omoplate, ça, c'est vraiment très intéressant, c'est-à-dire avec une orientation vers l'avant de 30 degrés, là où vous avez le maximum habituellement d'amplitude articulaire. La rotation interne, bien, comme vous pouvez le voir sur le schéma ici en bas, mesure la main dans le dos, point fermé, mesurée comparativement. La rotation externe, coude au corps, et puis la rotation externe dite en position 2, qui se fait en abduction, rotation externe, dans le plan de l'omoplate, qui a un intérêt moindre dans cette pathologie. On retrouve de manière quasi systématique un arc douloureux, c'est-à-dire qu'entre 90 et 120 degrés, les patients qui ont une rupture de la coiffe des rotateurs ont mal parce que ça traduit un conflit et donc une douleur qui apparaît dans cette position. Vous connaissez ces tests, test de Neer, test de Hawkins, test de Yokum, qui finalement sont des tests en rotation interne. Et pourquoi les patients ont mal en rotation interne? Eh bien parce que le sus-épineux vient au contact de la voûte acromio-coracoïdienne et en particulier du ligament acromio-coracoïdien, et ça, c'est source de douleurs importantes. On peut voir aussi des patients qui viennent avec une épaule pseudo-paralytique, c'est-à-dire que le passif est généralement conservé, vous prenez la main, vous levez la main du patient au plafond, et ça traduit soit une atteinte neurologique, ce qui est rare dans ce contexte-là, mais surtout une atteinte massive de la coiffe, c'est-à-dire que tous les tendons de la coiffe peuvent être rompus, et si vous initiez l'élévation dans cette position-là, eh bien le deltoïde va prendre le relais du sus-épineux, et à ce moment-là, le patient arrive à lever son bras. Gilles Walch, en 1993, avait, lors des premières journées lyonnaises de l'épaule, démembré ces pathologies et avait montré que finalement, cette épaule pseudo-paralytique par rupture massive de la coiffe était d'autant plus fréquente que, vous pouvez le voir sur l'écran, que le nombre de tendons rompus était important. Par exemple, dans 39%, on avait des épaules pseudo-paralytiques chez des patients qui avaient des atteintes du supra, de l'infra-épineux et du subscapulaire. Donc, c'est quand même un pronostic intéressant vis-à-vis du nombre de tendons rompus. Quand on parle d'amplitude active et passive, eh bien, normalement, tout doit être symétrique sur une épaule normale. Si vous avez une perte des amplitudes actives et passives, on parle alors de raideur, et il y a 3 pathologies qui peuvent donner ça, l'omarthrose et calvicieux, qui sont au sujet du topo de ce jour, mais surtout la capsulite rétractile. Tout le monde connaît cette pathologie, en particulier les médecins rééducateurs, les kinésithérapeutes, parce que c'est une vraie plaie sur le plan thérapeutique. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi frozen shoulder en anglais, l'épaule gelée. C'est la forme de l'algodystrophie, l'algoneurodystrophie au niveau de l'épaule, qu'on appelle le syndrome douloureux loco-régional complexe. Et lorsque l'on a cette capsulite rétractile, moi, en tant que chirurgien, c'est une contre-indication chirurgicale. Il faut attendre que les amplitudes soient récupérées. On sait que c'est une source de mauvais résultats si on opère une capsulite rétractile.
Donc finalement, dans une épaule raide par capsulite chez un patient qui a une rupture de coiffe, on pourrait s'arrêter là sur le plan du bilan clinique. Pourquoi? Parce que la raideur et la douleur vont perturber la réalisation des tests cliniques et vont perturber également l'interprétation de ces tests. Bon, imaginons que le patient n'ait pas de capsulite rétractile. Eh bien, on va poursuivre dans le testing musculaire comparatif et on va tester les muscles avec 3 buts. On va voir s'il y a un déficit de l'actif, en particulier pour rupture tendineuse, rechercher une perte de force et déclencher éventuellement une douleur identique à celle connue du patient. Quand on examine donc la coiffe des rotateurs, je vous conseille de débuter par le sous-scapulaire qui est le tendon le moins fréquemment atteint et terminer par celui qui est le plus fréquemment atteint, à savoir le tendon supraépineux, sus-épineux. Alors l'étude du sous-scapulaire se fait par plusieurs tests. Le test de Gerber qui s'appelle le lift-off. Comme vous pouvez le voir à gauche, le patient met sa main dans le dos et essaie d'écarter la main du dos. On peut même tester la force de cet écartement de la main du dos et le test est positif quand le patient est incapable d'écarter la main de son dos. Deuxième test, c'est le test dit de Napoléon, press belly test. Le patient pousse disons, sa main sur le nombril et doit garder le coude en avant, comme sur l'image à gauche. Et quand il n'y arrive pas, c'est-à-dire quand son coude vient se positionner en arrière, eh bien, le test est positif. Troisième test, Beruth test de Johan Barth, qui est actuellement le président d'ailleurs de la Société française d'arthroscopie. C'est un test qu'il a décrit il y a une quinzaine d'années. Et on demande au patient de poser sa main sur l'épaule opposée. Donc là, on teste par exemple sur ce patient l'épaule gauche. Et puis, l'examinateur va essayer d'arracher la main. On est très surpris de la force que l'on peut avoir, que le patient peut avoir dans cette position-là. Et le test est positif quand la main du patient se décolle de l'épaule opposée. Ces 3 tests, en fait, ont une valeur très intéressante. Quand ils sont positifs, ils traduisent une certaine quantité de rupture du tendon. Le lift-off test, donc la main dans le dos, eh bien, quand c'est positif, c'est une rupture quasi complète. Pour le Napoléon, eh bien, c'est la moitié supérieure qui est rompue. Et pour le Beruth test, lorsqu'il est positif, c'est le quart supérieur du tendon qui est cassé et souvent associé à une luxation du biceps. Pour le test de l'infraépineux, infraspinatus, le test de référence est le test de Didier Pat, qui a été décrit il y a déjà de nombreuses années, qui est finalement la rotation externe contrariée en RE2, c'est-à-dire en abduction, où le patient donc se met à 90 degrés, et là on va pousser sur la main pour faire une rotation interne, et le patient résiste à cette rotation interne en faisant une rotation externe. Et là, on analyse la force musculaire en rotation externe de 0 à 5 et permet ainsi de tester spécifiquement l'infraépineux, un peu aussi le teres minor. Ce test également est très connu, ça s'appelle le signe du portillon. Le signe du portillon va traduire en fait une rupture du sus et sous-épineux. C'est un test qui est simple à réaliser. Le patient est coude au corps, donc en position dit RE1. La main de l'examinateur va tirer en rotation externe et le patient, lui, lutte contre ça, donc tire en rotation interne. Et d'un seul coup, l'examinateur lâche l'avant-bras et la main vient frapper le ventre comme si c'était une fermeture automatique d'un portillon. Et pourquoi ça se produit? Eh bien, quand on a une rupture du sus et sous-épineux, on a une rupture des rotateurs externes principaux et donc les rotateurs internes que sont le sous-scapulaire, mais aussi les pectoraux, vont forcer dans le sens inverse de l'examinateur. Et il n'y a donc plus de co-contraction, comme sur une épaule normale, des rotateurs externes et des rotateurs internes. Autre signe aussi important, qui est le signe du clairon, Horner sign, qui traduit une rupture complète de tous les rotateurs externes, en particulier le sus sous-épineux et le petit rond. Normalement, quand vous faites un mouvement pour mettre votre main à la bouche, vous voyez que j'exerce ici de la rotation externe. Eh bien, cette patiente qui a une rupture massive de la coiffe des rotateurs est obligée de monter son coude pour mettre la main à la bouche et donc fait fonctionner uniquement son deltoïde, comme un joueur de clairon qui va faire exactement le même mouvement. Donc ça, c'est une rupture massive de la coiffe.
Pour l'examen du long biceps, eh bien, pour le long biceps, il y a plusieurs pathologies que l'on peut rencontrer. La première que vous connaissez, c'est la rupture de la longue portion du biceps qui est intégrée très souvent dans des ruptures de la coiffe des rotateurs. Et c'est un signe qu'on appelle le signe de Popeye, c'est le signe de la boule, où on a à la partie inférieure du bras eh bien, le biceps qui s'est rassemblé, et à la contraction de son biceps, on peut palper le patient au niveau de cette boule-là, qui est une boule assez molle. Ça traduit une rupture de la partie haute, donc de la longue portion du biceps. Il peut y avoir également de la tendinopathie, donc des douleurs, avec ce test qui est assez connu, qui est le palm-up test, qui se fait, voyez, dans l'axe de l'omoplate, paume vers le plafond, on appuie vers le bas, et le patient décrit une douleur qui est dans le biceps. D'autres tests également, comme la supination contrarée, ce sont des tests qui sont intéressants et qui traduisent donc une douleur dans le biceps. Pour le supraépineux, qui est de loin le tendon le plus fréquemment lésé, plus de 95% des cas, eh bien, le test de référence, vous le connaissez, c'est la manœuvre de Job, qui consiste à positionner le patient, comme vous voyez en bas à droite, dans l'axe de l'omoplate. Les pouces montrent le sol et on exerce une pression des deux côtés. Qu'est-ce qu'on cherche? On ne va pas chercher une douleur, donc il faut préciser au patient, je vais peut-être vous faire mal, mais il faut résister à cette pression. Ce que je cherche, c'est la perte de la force. Et le job est dit positif, non pas quand ça fait mal, puisque le patient est en rotation interne, donc ça voudrait dire simplement conflit, mais surtout quand il n'a pas de force suffisante pour résister à la poussée vers le bas. Le testing acromioclaviculaire est aussi important dans cette pathologie de rupture de la coiffe parce qu'effectivement, une hypertrophie clinique de l'acromioclaviculaire, eh bien, ça se perçoit au niveau de l'épaule proprement dit, donc la saillie de l'acromioclaviculaire, mais il faut bien imaginer qu'à la face inférieure, cette saillie est aussi présente. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessous? Il y a le tendon sous-épineux qui peut être comprimé, voire même lésé par une acromioclaviculaire dégénérative. Donc, on recherche, en dehors de cette hypertrophie, une douleur provoquée à la mise en compression de l'acromioclaviculaire. C'est ce qu'on appelle le cross-arm test, comme vous pouvez voir à gauche. On peut exercer également, comme dans les positions de pompe ou de traction, l'abduction horizontale contrariée, qui peut donner également une douleur qui, encore une fois, est intéressante que si elle est connue du patient. Et puis, on termine cet examen clinique par la mesure selon constant. Le bras est tendu en abduction et vous voyez qu'on exerce une pression vers le bas et on va mesurer la force comparativement au côté opposé. L'ensemble de ces éléments sont mentionnés sur la cotation de constant, qui est une cotation de 0 à 100 et qui surtout est pondérée en fonction de l'âge et du sexe. Effectivement, on n'a pas la même force à 20 ans et à 80 ans. Donc, c'est une cotation que vous retrouverez dans pas mal de revues, qui est la cotation européenne de référence. Généralement, quand on a fait cet examen clinique, on a une très forte orientation vers les tendons qui sont lésés, mais on peut demander, bien sûr, confirmation, soit par les examens radiologiques classiques comme les radiographies. Alors, on a besoin de la radiographie de face en rotation externe, interne, neutre, et le profil de l'AMI, hein, c'est les incidences de référence pour l'épaule. L'échographie, à condition qu'on ait un bon échographiste, qui va donner des images, notamment de rupture, mais qui peut également avoir un intérêt dynamique dans l'examen de la stabilité du biceps. Sinon, on a l'arthroscanner et l'IRM. L'arthro-IRM n'est pas utilisé dans cette pathologie. Qu'est-ce qu'on attend de cette imagerie? De savoir quels sont les tendons atteints, quel est le type de la lésion, quelle est l'étendue de la lésion, c'est-à-dire le nombre de tendons atteints, quelle est la qualité du muscle, on va y revenir, c'est un facteur pronostique extrêmement important. Quelle est la qualité osseuse, est-ce qu'il y a des géodes, est-ce qu'il y a un aspect porotique? Quelle est l'importance de l'espace sous-acromial, c'est-à-dire l'écart entre l'acromion et la tête humérale, c'est ce qu'on appelle l'hauteur acromio-humérale, et puis l'état également de l'acromioclaviculaire qui peut combler cet espace. Voilà quelques images de face. Vous voyez qu'en haut, on a un espace qui est tout à fait normal. On voit des petites calcifications que je vous montre ici. Donc, vous avez une calcification ici, vous en avez une autre ici. C'est assez fréquent, on y reviendra dans la coiffe. Et puis là en bas, vous avez une homarthrose excentrée avec une néo-articulation entre l'acromion et l'humérus.
Vous pouvez voir encore des calcifications. Ici, une très grosse calcification de l'espace sous-épineux. Ici, c'est plutôt en arrière de l'épine, donc c'est une calcification dans le sous-épineux. Et puis, parfois, des calcifications dites dégénératives, comme en nuage, qui sont évidemment de mauvais pronostics. L'échographie, c'est assez intéressant, d'autant plus que tout le monde s'y met. Non seulement les radiologues, mais aussi les médecins du sport, je pense que les médecins physiques également, les chirurgiens commencent à s'y mettre également, parce que c'est très facile d'accès. Beaucoup disent que c'est la continuité finalement de l'examen clinique. C'est peu coûteux. Ça a deux intérêts essentiels, l'étude de la coiffe des rotateurs, et puis en particulier du biceps. Et c'est un examen qui est aussi dynamique, qui permet donc d'analyser la coiffe lors de son fonctionnement. Le problème, c'est qu'il faut être performant dans cet examen et donc avoir un opérateur, souvent un radiologue, qui est aguerri dans cette technique. L'arthroscanner, ça ne dépend pas du radiologue. Tout le monde peut interpréter ces images. Ça montre, comme vous pouvez le voir ici, une rupture du tendon. Normalement, son insertion est ici. Ça peut montrer également la rétraction par rapport à la glène, hein, avec des, comme ici, vous voyez, c'est quasiment la glène, c'est presque un stade 3. Ça peut montrer également la trophicité à l'intérieur de la fosse sous-épineuse. Ça peut montrer aussi, on va y revenir, l'involution graisseuse, notamment ici, vous voyez, avec un sous-épineux infraspinatus où il y a énormément de graisse. L'IRM va montrer à peu près la même chose avec la topographie, sous-épineux par exemple, la rétraction, l'étendue. Ça peut montrer également l'atrophie à l'intérieur de la fosse. Ça peut montrer la délamination, c'est-à-dire le clivage du tendon en plusieurs parties, ce qui n'est pas très bon pronostic. Et ça peut montrer aussi la dégénérescence graisseuse. Donc finalement, quand on a fait cet examen clinique, quand on a fait ce bilan radiographique, on peut faire une synthèse à la fois diagnostique et un bilan de gravité. Alors sur le plan diagnostique, eh bien, on a vu que c'est assez facile de bilanter quel est le tendon lésé. On peut apprécier le retentissement fonctionnel par le score de Constant. On peut apprécier par les radiographies notamment la localisation, l'étendue de la lésion, la rétraction tendineuse, la qualité musculo-tendineuse, l'espace sous-acromial. Mais tout cela intervient sur un terrain, chez un patient qui peut être très, bien sûr, différent. Le retentissement fonctionnel, je n'y reviens pas, c'est le score de Constant. La localisation et l'étendue de la rupture, eh bien, la grande majorité des cas sont des lésions dites en zone 3, c'est-à-dire du sus-épineux. Ça peut s'étendre vers l'avant, intéressant le biceps, voire le sous-scapulaire. Ça peut s'étendre très souvent vers l'arrière avec une atteinte du bord antérieur, ici, du sous-épineux. La rétraction de la rupture tendineuse, c'est la classification de Patt, avec des ruptures distales, c'est-à-dire très proches de l'insertion du trochitaire, des lésions intermédiaires où le tendon rompu n'est pas trop rétracté, il se situe en regard de la tête, et puis après, vous avez les lésions rétractées, c'est-à-dire à la plombe de la glène, où là, il faut réfléchir à 2 fois avant d'essayer de réparer, de remettre en place ce tendon. La qualité musculo-tendineuse, elle peut montrer bien sûr des calcifications, c'est fréquent, en moyenne 12% des cas de rupture de coiffe ont des calcifications. Le clivage, c'est-à-dire la dissection lamellaire que l'on voit ici sur cette image d'IRM à l'intérieur du tendon, et puis l'involution graisseuse. Alors l'involution graisseuse, c'est Gouttalier, qui est un chirurgien qui était à Henri Mondor, qui avec son radiologue Bernageot ils ont défini cette classification, qui est une classification en fait de la graisse dans le sous-épineux. Vous voyez ici un sous-épineux où il n'y a pas de graisse, c'est un stade 0. Vous voyez les petites taches noires, stade 1. Là, ici, on a moins de graisse que de muscles, stade 2. Stade 3, où on a de plus en plus de graisse, qui apparaît ici en noir. Là, il y a autant de graisse que de muscles. Et le stade 4, où il n'y a quasiment plus de fibres musculaires, il n'y a que de la graisse. Dans ce bilan également, on peut essayer d'apprécier quelle est l'importance de l'acromion. Vous savez que l'acromion, il peut être plat, c'est le type 1 de Bigliani, peut être un peu arrondi, le type 2, et puis surtout très agressif, le type 3. Si on regarde cette image, on comprend que s'il y a un acromion très agressif, eh bien, ça va appuyer ici sur la bourse et sur
tendon du fuseau épineux, et comme on peut le voir ici, vous voyez, c'est un bec, mais en fait, c'est une anthésopathie, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est dans le prolongement du ligament acromio-coracoïdien. Ce n'est pas une pointe, mais néanmoins, il y a quand même une limitation de l'espace. Mais on ne sait pas, vous savez, c'est comme la poule et l'œuf, hein, qu'est-ce qui est venu en premier. On ne sait pas si c'est le fait qu'il y ait une lésion de la coiffe qui entraîne cette anthésopathie ou si c'est l'anthésopathie qui va induire une lésion de la coiffe. Sur le plan également de l'espace acromio-huméral, cet espace donc entre l'acromion et la tête humérale, la moyenne c'est 1 cm. Eh bien, dans cet espace, il peut y avoir, où il y a bien sûr la coiffe, il peut y avoir une forte diminution de cet espace qui traduit une incompétence de la coiffe des rotateurs, c'est-à-dire que la coiffe n'est plus capable de résister à la force du deltoïde, le deltoïde ayant comme fonction avant tout, coup de corps, d'ascensionner la tête. La coiffe a comme fonction biomécanique de centrer la tête dans la glène. Lorsqu'elle est incompétente, eh bien cette coiffe va permettre à la tête d'ascensionner et donc de diminuer cet espace. Le terrain, eh bien, quand on étudie le terrain, c'est aussi la recherche des éléments péjoratifs. On verra tout à l'heure que l'âge a une certaine importance, en particulier chez les femmes, c'est souvent lié à la présence d'une ostéoporose. L'accident du travail est très péjoratif et le tabac, et maintenant c'est prouvé, a une action délétère au niveau des lésions de la coiffe. Donc, on peut proposer un traitement à ces patients. Le but, c'est calmer la douleur, restituer les amplitudes si elles sont diminuées, redonner la force, traiter bien sûr la lésion tendineuse. Tout ça, finalement, pour éviter l'évolution qui va être l'omarthrose excentrée avec le contact entre la tête humérale et l'acromion. Quels moyens thérapeutiques on a à notre disposition? Des moyens médicaux qui sont surtout les antalgiques, les anti-inflammatoires, les infiltrations gléno-humérales. Beaucoup font des infiltrations dans l'espace sous-acromial lorsqu'il y a des tendinopathies. Naturellement, cela a été testé et il y a plus d'efficacité pour les infiltrations gléno-humérales. Après, quand vous avez une rupture de coiffe, ce n'est pas important. De toute façon, le liquide que vous injectez va aussi bien au-dessus qu'au-dessous de la coiffe. Les moyens physiques sont importants au début, avec la kinésithérapie pour récupérer le rythme scapulo-huméral, par exemple, les amplitudes si elles sont diminuées, apprendre le patient à lever son bras, c'est-à-dire rechercher des voies de passage à l'élévation, apprendre au patient à abaisser son épaule, à la recentrer lors de l'élévation, travailler les rotateurs accessoires, tout ça sont des éléments qui sont importants, qui permettent d'aider le patient à récupérer, en particulier au début de cette pathologie. La balnéothérapie, pour moi, est vraiment fondamentale parce que dans l'eau chaude, le patient a moins mal. D'ailleurs, je demande souvent aux patients, quand vous prenez votre douche, est-ce que ça vous diminue la douleur? Eh bien, 99 fois sur 100, oui. Donc, la balnéothérapie va permettre de diminuer la douleur et donc d'optimiser l'efficacité de la kinésithérapie. L'ostéopathie aussi peut amener beaucoup de choses, en particulier pour les compensations rachidiennes du fait du mauvais fonctionnement de cette articulation. Eh bien, les patients ont mal soit au rachis dorsal haut, soit au rachis cervical. Bien sûr, dans ces moyens, il y a la chirurgie. C'est essentiellement la réinsertion tendineuse qui se fait sous arthroscopie, très souvent associée à l'acromioplastie et à la ténotomie ou ténodèse du biceps. Je vous expliquerai pourquoi après. Ces deux, d'ailleurs, acromioplastie et ténotomie, peuvent être des traitements isolés dans les formes dépassées. Et puis, il y a de la chirurgie palliative que l'on peut utiliser lorsqu'on ne peut plus réinsérer, comme les sutures latérales, side to side, la mise en place de ballonnets, également le patch capsulaire supérieur. Certains ont essayé ça, je vous montrerai. Personnellement, je n'en ai pas l'expérience, mais apparemment, ça peut aider d'attendre soit la prothèse inversée, et puis les lambeaux qui sont utilisés chez les sujets jeunes. Alors, parlons maintenant du traitement de référence qui est la réinsertion tendineuse. Comme vous voyez sur le schéma, finalement, le but, c'est quoi? C'est prendre le tendon, le repositionner au niveau de son insertion trochitérienne en le fixant, après avivement du trochitaire, par des ancres et des fils. Alors, ça s'est fait très longtemps à ciel ouvert. Là, on peut traiter toutes les ruptures. Certains font des petits abords transdeltoïdiens, on appelle ça le mini-open, mais finalement, c'est un ciel ouvert limité. Et depuis, on dira, plus de 15 ans, le traitement de référence est un traitement arthroscopique. Finalement, on peut se poser deux questions. Peut-on réinsérer toutes les ruptures?
Alors, il y a des problèmes pour répondre, il y a la faisabilité technique, et puis il y a les résultats qu'on obtient qui sont bien visibles dans la littérature. Et puis, qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas les réinsérer? S'il y a une rupture qui a dépassé, disons, la technicité que l'on a actuellement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, quelles sont les indications de réinsertion? Ben, il faut d'abord garder à l'esprit que la réinsertion doit être une réinsertion de qualité. Donc, il faut rester raisonnable, pas vouloir, comme certains le font, tout réinsérer. Le but, c'est ramener le tendon au trochiter et faire une suture solide, obtenir une cicatrisation étanche. Donc, raisonnablement, ce sont les lésions de moyenne étendue, des lésions qui sont réductibles, c'est-à-dire même si c'est une rétraction à la glaine, certaines de ces lésions, on peut très facilement attraper le tendon et le ramener sans forcer jusqu'au niveau du trochiter. Et puis, bien sûr, moins la lésion va être rétractée, en particulier stade 1, où le tendon reste au niveau du trochiter, ça c'est assez facile à faire. Cette réinsertion tendineuse, il faut savoir qu'elle est très souvent associée à une acromioplastie ou à une ténotomie ou une ténodèse du biceps. Pourquoi? D'abord, l'acromion est très souvent agressif. Donc, ça risque de créer des conflits avec la coiffe qui a été réparée, parfois même avec les sutures qui sont superficielles au niveau de la coiffe. Et aussi, la lésion du biceps, elle est quasiment constante. Pascal Boileau, en 2007, avait montré sur une série de plus de 1500 patients qu'il y avait 83% de lésions de la longue portion du biceps lors d'une rupture du supraépineux. Mais aussi, techniquement, ça facilite le travail, le passage des fils, ça améliore l'exposition. Je rajouterai également que certains disent que ça entraîne un saignement et donc un apport de protéines qui vont favoriser la cicatrisation tendineuse. Alors, techniquement, l'anesthésie, c'est souvent une anesthésie loco-régionale, complétée par une anesthésie générale, et on met en place, comme vous pouvez le voir ici, un cathéter sous échographie au niveau du plexus, et on branche un biberon, c'est-à-dire un diffuseur, qui va permettre une anesthésie post-opératoire d'environ 48 heures. Le patient est très souvent installé pour cette pathologie en beach-chair, mais ça peut être une autre position également. La position de référence est celle-ci, c'est donc le patient va être assis sur la table opératoire, environ 80-90 degrés, ça dépend. Et c'est vraiment la position de référence actuellement pour traiter la coiffe des rotateurs. Alors, il faut du matériel, une colonne, des systèmes d'irrigation pour mettre de la pression pour pas que ça saigne, tout un tas de matériel très spécifique qui a vraiment changé la donne pour faire cette chirurgie sous arthroscopie. Et puis, on va fixer la coiffe avec des systèmes de fixation comme vous pouvez en voir ici. Alors, ça peut être des systèmes impactés ou vissés comme vous voyez à droite, des systèmes qui peuvent être soit résorbables, soit métalliques, des fils, généralement non résorbables, et puis on peut soit faire des nœuds, soit, comme on peut le voir ici, des systèmes autobloquants, c'est-à-dire que quand on enfonce l'encre dans l'os, ça bloque le fil en tension, donc c'est plus efficace, plus pratique, on est quasiment sûr de son coup. Alors, les nœuds que l'on fait peuvent être différents, il peut y avoir des sutures simples, comme vous voyez en haut, ça s'appelle un haubans. Il peut y avoir des doubles rangées, c'est-à-dire qu'on applique le tendon à la fois très près du cartilage, mais aussi sur la face externe plus solide. Donc, on appelle ça la double rangée. Et puis, on peut croiser les fils, on appelle ça le cross bridge, avec un petit risque quand même d'ischémie du tendon distal qui peut être à l'origine de ruptures secondaires, si on serre trop ce système-là. Alors, voici une vue d'une lésion intra-articulaire. Vous voyez qu'on teste la première chose, il y a un très beau clivage dans le tendon, mais aussi la réductibilité. Voilà, c'est comme ça que ça se réduit. Ça, c'est ce qu'on appelle une lésion en U. On peut avoir des lésions aussi en L. Pareil, la première chose à faire, une fois qu'on a libéré le tendon, c'est de tester sa réductibilité. Vous voyez le tendon du biceps qui est exposé, qui explique pourquoi la lésion du tendon, l'inflammation du tendon est si fréquente. Une fois qu'on a une rupture du tendon de la coiffe, le biceps est dans le trou et à chaque mouvement d'élévation, vient buter contre l'acromion. Alors, je vous montre ici un film avec un système que j'utilise depuis très longtemps. C'est un film qui est déjà ancien, qui est un système avec un blocage automatique. Donc, dans un premier temps, on avive, vous avez vu avec la fraise, le trochiter de manière à obtenir un saignement. On teste la réductibilité.
Et ensuite, on va utiliser une pince qui est comme finalement une machine à coudre. Donc, cette pince va saisir le tendon. Le bout de la pince va aller à environ 20 mm. Et on va passer donc d'emblée 2 fils. Donc, vous voyez en bas, vous avez l'image externe. Donc, c'est une poignée qui va permettre de délivrer un fil à l'intérieur de la coiffe. Donc, ça fait un U, une forme de U. Voilà, on va récupérer le fil. Et puis, on va passer donc un deuxième fil. Donc, c'est un nœud spécial qui s'appelle le matresse, qui est reconnu comme étant le nœud le plus solide pour suturer la coiffe. Vous voyez qu'au niveau de l'épaule, on a de toutes petites incisions sous arthroscopie. C'est quand même beaucoup plus intéressant qu'à ciel ouvert, où on doit passer à travers le deltoïde et ça entraîne beaucoup moins de douleur sous arthroscopie. Vous allez voir les aiguilles voilà, qui s'enfoncent dans la coiffe et qui vont délivrer le fil, qui sont des fils, on appelle ça de l'orthocorde, qui sont des fils non résorbables. On récupère ces fils-là et ensuite on va positionner au niveau du trochitaire, après avoir fait un petit orifice, positionner cette encre qui va bien sûr permettre la fixation des fils que l'on a passés au travers de la coiffe. Donc, chaque fil va être relié à une encre. Donc, l'encre est à l'intérieur de ces systèmes-là et par ce pistolet, eh bien, on peut très facilement tendre la coiffe, la ramener au niveau donc, du trochitaire. Il faut éviter d'avoir trop de tension puisque l'excès de tension peut entraîner une déchirure de la coiffe, peut entraîner également des douleurs post-opératoires. Voilà, donc ce système va permettre d'injecter, on pourrait dire ça comme ça, à l'intérieur de l'os, une encre métallique que l'on peut voir sur la radiographie. Moi, je préfère ça aux encres qui sont radiotransparentes. On ne sait jamais si ces encres sont en place ou pas. Là, vous les voyez sur les radios. Et voilà, la mise en tension de la coiffe qui est ramenée au niveau du trochitaire. Et une fois qu'on appuie sur la poignée, comme vous pouvez voir sur l'encadré, eh bien, l'encre va se déplier à l'intérieur de l'os et donc va fixer la suture ainsi réalisée. Je vais juste aller à la fin de cette vidéo pour vous montrer l'aspect final une fois que les 2 encres sont positionnées. Voilà, les fils sont coupés et vous avez ici la suture de la coiffe au niveau du footprint, c'est-à-dire de l'insertion native du tendon. Nous pouvons ainsi visualiser ici, en haut de l'écran. Je vais vous montrer également ce que c'est qu'une acromioplastie. Je pense que beaucoup n'en ont jamais vu. Vous voyez le ligament acromio-coracoïdien, qui est cette corde blanche au-dessus donc de l'outil. En bas, vous avez la coiffe des rotateurs. Et vous voyez qu'il y a très peu d'espace pour que cette coiffe puisse coulisser dans l'espace sous-acromial. Bien, l'acromioplastie, comme vous allez pouvoir le visualiser, va permettre d'augmenter fortement cet espace et ainsi de permettre au tendon de coulisser facilement. Alors, on utilise pour faire cela 2 instruments. Ce premier instrument qui est de la radiofréquence, souvent on le dénomine Vapor, mais ça c'est une marque, et ensuite une fraise qui va permettre d'abraser la partie inférieure de l'acromion et donc d'augmenter cet espace. On enlève jusqu'à ce que l'on ait l'insertion de l'aponévrose profonde du deltoïde. C'est généralement le repère qui nous permet de dire que l'on a enlevé assez d'acromion. Voilà, vous voyez l'espace qui a plus que doublé et qui va permettre donc de récupérer ça, de récupérer cet espace. La ténotomie, la ténodèse du biceps, là je vous présente une technique que j'utilise avec la société mentionnée ici, qui a fait ce film. Donc pour une ténodèse, où dans un premier temps, on fixe avec un fil le tendon du biceps, on le sectionne avec une pince au niveau de son insertion sur le bourrelet, puis par un autre orifice, on va aller libérer dans la gouttière le tendon,
Donc, ce tendon est récupéré et il va être ensuite faufilé avec un fil non résorbable et introduit dans cet orifice qui est réalisé avec une mèche, orifice d'environ 6 mm en moyenne, 6 à 7 mm de diamètre. On coupe l'excès de tendon et la fixation se fait par une vis d'interférence, un peu comme les ligaments croisés. Mais ne pas oublier qu'il faut une fixation naturelle, biologique, de ce tendon du biceps qui va mettre 45 jours, si bien qu'il faut éviter pendant les 45 premiers jours une action active du tendon du biceps. Alors, il existe des contre-indications à cette technique de réinsertion, parce que les éléments que je vous montre ici sont facteurs de mauvais résultats, en particulier lorsque l'espace acromio-huméral est inférieur à 5 mm. On sait déjà que le tendon n'est pas très actif. Des patients âgés, des dégénérescences graisseuses, la rupture massive, l'ostéoporose, tous ces éléments-là sont des éléments, et bien sûr, les accidents du travail. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer à ces patients dont la coiffe n'est pas réparable? Si les sujets sont jeunes, eh bien, on peut simplement proposer des débridements avec une acromyoplastie, une ténotomie du biceps. On peut faire des sutures palliatives, comme vous pouvez voir ici, c'est-à-dire suturer le su et sous-épineux ensemble pour diminuer finalement le trou dans la coiffe. On peut utiliser des lambeaux de réanimation, surtout le grand dorsal, latissimus dorsi pour restituer la rotation externe, ou encore pour le grand pectoral, pour le sous-scapulaire, et parfois des patchs. Alors voici l'exemple en tout cas les dessins pour le lambeau du grand dorsal qui est récupéré à la face axillaire et qui va être suturé, comme vous pouvez le voir en bas à droite, sur le sommet du trochitaire pour redonner donc une action de rotation externe. Pour le grand pectoral, eh bien, on peut également le récupérer, le suturer à la place de l'insertion du sous-scapulaire pour redonner ou augmenter l'action de ce sous-scapulaire. Pour le patch capsulaire, qui peut être fait soit de fascia lata, soit de derme décellularisé, eh bien, le but, c'est de boucher l'espace qu'il y a au niveau de la coiffe rompue et remplacer la capsule articulaire en interposant, comme vous pouvez le voir en bas et à droite, ce patch suturé au niveau du rebord de la glène, rebord supérieur de la glène, et au niveau du trochitaire. Chez les sujets plus âgés, il y a depuis quelques années un système temporaire qui permet parfois d'attendre la prothèse inversée, qui est le ballonnet, qui est un spaceur, un espaceur qui est glissé sous arthroscopie entre le sommet du trochitaire et l'acromion. C'est un produit intéressant, mais qui a un effet quand même assez court. Certains proposent même la section du nerf suprascapulaire. On peut proposer aussi la prothèse inversée, naturellement, lorsqu'il y a des lésions irréversibles, des douleurs importantes, mais cette prothèse ne permettra pas de restituer les rotations. Dans les suites post-opératoires, cette rééducation se fait après réparation en 3 étapes qui sont incompressibles. La première étape, c'est les 45 premiers jours qui correspond finalement à la cicatrisation du tendon sur son insertion trochitérienne. Et dans cette phase-là, le passif seul est autorisé. On essaie d'éviter les anti-inflammatoires parce que toute cicatrisation est une inflammation. Si on donne des anti-inflammatoires, certes, la douleur sera moindre, mais la cicatrisation risque d'être moins bonne. Puis ensuite, on dira de 45 à 90 jours, c'est la récupération de l'actif. Et au-delà de 90 jours, c'est le renforcement musculaire. Donc, vous voyez que ces étapes vont durer facilement 4 à 5 mois. Personnellement, j'utilise toujours un coussin d'abduction parce que ça limite la rétraction au niveau du creux axillaire et il y a un certain confort à le faire. J'utilise en fait ce système-là. Et la balnéothérapie est aussi pour moi un système de rééducation très intéressant. Je donne aux patients une petite fiche d'auto-rééducation, vous trouverez également là-dessus, qui permettra de maintenir tous les jours une certaine mobilité passive. C'est la fiche de Lyotard, qui est un rééducateur de Lyonnais. Quels sont les résultats de ces réparations? Eh bien, vous avez vu, les suites sont extrêmement longues, plus de 3 mois. On obtient quand même des résultats fonctionnels bons dans 90% des cas, mais
la suture est étanche seulement une fois sur deux. Et il y a un taux de rupture de 10%, mais parfois plus si les conditions étaient défavorables au départ. Et la principale complication que l'on peut observer, que vous avez observée, c'est la présence d'une capsulite rétractile dans les suites qui vont allonger le délai de récupération. Alors, j'avais fait une étude il y a 2 ans sur les facteurs influençant les résultats. Je pourrais mettre en ligne ces résultats-là. Et il y a des facteurs qui sont liés aux lésions anatomiques, liés au terrain, liés à la chirurgie. C'est une étude de la littérature où je me suis intéressé uniquement au niveau 1 et 2 dans les essais contrôlés randomisés, uniquement pour des résultats statistiquement significatifs. Concernant les éléments anatomiques, eh bien, pour l'importance de la lésion, l'extension de cette lésion, plus il y a de tendons rompus, et naturellement, moins bons sont les résultats fonctionnels. C'est-à-dire, par exemple, si on a uniquement un tendon sus-épineux, eh bien, on a une cicatrisation qui va être bien meilleure que lorsqu'on a une extension de ces lésions d'avant en arrière. Pascal Boileau a montré aussi que la dissection lamellaire que je vous ai montré tout à l'heure, c'est également assez péjoratif pour la cicatrisation. Concernant la rétraction et la réductibilité, c'est-à-dire lorsque le tendon, comme un élastique, va vers la glène, eh bien, il n'y a pas vraiment d'influence de cela. Ce qui est important, c'est de pouvoir réduire. C'est-à-dire quand on attrape le tendon, même s'il est très rétracté, mais qui vient facilement au niveau du trochiter, on pourra obtenir une bonne cicatrisation. L'involution graisseuse est pour tous les auteurs un élément très péjoratif qui va diminuer la récupération fonctionnelle, donc le score de constant, et qui va réduire le taux de cicatrisation. Et cela dès le stade 2. Donc finalement, tous les stades 3 et 4 sont des contre-indications à cette réparation. L'hypotrophie, qui est l'occupation du volume dans la fosse sus-épineuse, permet aussi d'expliquer l'augmentation chez ces patients hypotrophiques d'un risque de re-rupture du supraépineux. Pour la hauteur de l'espace sous-acromial, là aussi, c'est un élément très important à prendre en compte. Tous les patients qui ont un espace inférieur à 6 mm auront un résultat post-opératoire mauvais. Donc, ce sont des patients qu'il ne faut pas réparer. Les calcifications sont avant tout source de raideur post-opératoire, souvent de capsulites lorsqu'elles sont présentes en préopératoire. Elles sont assez fréquentes, comme je vous l'ai dit. Et donc, finalement, si on s'intéresse uniquement aux lésions anatomiques, le patient idéal, les lésions idéales à réparer, c'est les lésions distales d'un seul tendon, peu rétractées ou réductibles, sans involution graisseuse, avec un bon espace sous-acromial, sans calcification. Et les lésions les pires, c'est-à-dire pour lesquelles on risque d'avoir un très mauvais résultat, sont les grosses ruptures rétractées, non réductibles, avec une involution graisseuse de stade supérieur à 2 et un espace faible. Concernant maintenant les facteurs liés au terrain, l'âge est un facteur péjoratif puisque les résultats fonctionnels sont moins bons après 65 ans, il y a un risque de raideur dès 50 ans et le taux de cicatrisation est également moins bon après 65 ans, probablement parce qu'il y a moins de facteurs favorables à la cicatrisation. Il n'y a pas vraiment d'influence du sexe. Sur le plan de l'état clinique préopératoire, une raideur préopératoire va très souvent s'associer à une capsulite post-opératoire. Donc, il faut vraiment récupérer la mobilité préopératoire. Les délais de prise en charge interviennent également, c'est-à-dire que plus le patient a un délai lésion-intervention court, meilleur sera le taux de cicatrisation. L'accident du travail, c'est une catastrophe. Mauvais résultat systématique, le constant moyen est largement inférieur à 50 pour des taux d'incapacité qui dépassent rarement 12%. Et ces patients sont présentent souvent des capsulites rétractiles post-opératoires. Sur le plan professionnel, les meilleurs résultats anatomiques se voient chez les patients qui sont sédentaires. Plus le patient est actif, sportif, eh bien plus il risque d'avoir une rupture secondaire. Sur le plan de l'état général et en particulier cardiovasculaire, il n'y a pas vraiment d'influence sur les résultats. Par contre, un mauvais état général, une dyslipidémie, hypertension ou des antécédents cardiovasculaires, eh bien, vont favoriser les ruptures, favoriser aussi l'extension des ruptures. Et quant à l'obésité, eh bien, ça donne de moins bons résultats cliniques. On ne sait pas vraiment pourquoi, peut-être parce que techniquement, c'est un peu plus dur, aussi parce que dans la rééducation, le poids du bras est bien supérieur et donc le patient fait peut-être plus rapidement de l'actif. Le tabac,
c'est tabou, effectivement. C'est néfaste pour la coiffe, néfaste pour sa réparation. Donc, beaucoup de chirurgiens de l'épaule n'opèrent des patients qui s'arrêtent de fumer ou qui ne fument pas. Et par contre, n'opèrent pas les patients tabagiques. L'ostéoporose, bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, c'est assez néfaste pour la réparation. Quand vous voyez cette image en haut à droite, vu le nombre d'encres, pour être sûr qu'il y en a très peu qui tiennent dans un os porotique. Certains d'ailleurs préconisent pour les femmes ménopausées ou surtout des femmes qui ont eu des antécédents de fracture de faire une ostéodensitométrie, donc d'apprécier la qualité de l'os, en particulier au niveau du trochitaire, avant une réparation de la coiffe, au moins pour prévenir la patiente. Et le dosage de la vitamine D n'est pas vraiment un facteur prédictif de cette tenue des encres ou non. Dernier élément, donc, en conclusion de ces facteurs liés au terrain, finalement, le patient idéal, c'est l'homme de 65 ans ou moins, qui a une lésion récente, qui est sédentaire, qui a une bonne densité osseuse, non obèse, non fumeur, sans facteur de risque. Lui, on pense qu'on pourra lui donner un résultat bon et durable. Les patients les pires, c'est les patients les plus âgés ou les accidents du travail, les travailleurs qui utilisent beaucoup le membre supérieur, soit en force, soit les enseignants, qui sont aussi des candidats pour l'algodystrophie, donc la capsulite, les patients obèses, ostéoporose, les scores préopératoires très bas et les lésions plus anciennes. Enfin, pour les facteurs liés à la chirurgie, il n'y a pas vraiment de différence entre ciel ouvert que l'on faisait avant et arthroscopie, sauf pour les complications post-opératoires qui sont vraiment moins importantes sous arthroscopie. Il y a moins de capsulites, il y a moins de reprises chirurgicales et il y a beaucoup moins, de complications au global. Entre la simple rangée ou la double rangée, les résultats fonctionnels sont globalement identiques, mais il y a plus de taux de re-rupture sur la simple rangée en haut à gauche, et le taux de cicatrisation est bien meilleur pour la double rangée ou le suture bridge que vous pouvez voir en haut à droite. Pour les gestes associés, l'acromioplastie, disons, ne modifie pas le résultat. Par contre, la résection acromioclaviculaire entraîne beaucoup plus de douleurs post-opératoires, donc diminue le score de constant. Et quant à la ténotomie et ténodèse, pareil, il n'y a pas vraiment de résultats différents, sauf que la ténotomie entraîne une perte de force d'environ 10%. L'injection associée de PRP, dans les études tout venant, il n'y a pas vraiment de différence avec et sans PRP, mais si on sélectionne vraiment les patients, on se rend compte qu'il y a une meilleure cicatrisation, en particulier si on utilise une double rangée et si on met donc le PRP au-dessous du tendon pour des petites lésions. La cicatrisation de la réinsertion donne des meilleurs résultats fonctionnels, mais il n'y a pas vraiment une grosse différence, 85 en score de constant contre 80. La rééducation post-opératoire, toutes les études sont concordantes, c'est-à-dire que les résultats fonctionnels sont meilleurs si on fait un passif prolongé. La mobilité active précoce est péjorative et l'immobilisation stricte est source de raideur et bien sûr d'algodystrophie, donc il vaut mieux faire du passif pendant 6 semaines. Pour la reprise du sport, 3 sur 4 retournent au sport au même niveau, ce sont des sports de loisirs, en particulier les golfeurs. Et si on s'occupe des patients compétiteurs ou professionnels, là, ce n'est pas la même chose, seulement 1 sur 2 retrouve le niveau d'avant. Donc finalement, en synthèse des facteurs liés à la chirurgie, les facteurs de bon résultat, c'est plutôt des réparations sous arthroscopie, des petites lésions traitées par simple rang, des lésions plus importantes double rang avec éventuellement du PRP ou footprint, une réparation qui doit être étanche, il faut éviter de toucher à l'acromioclaviculaire, et en termes de rééducation, avoir une rééducation passive pendant au moins 6 semaines. Voilà donc pour cette pathologie très fréquente après 40 ans qui est la rupture transfixiante de la coiffe, pour laquelle il faut analyser la lésion, le terrain, connaître les indications. Les ruptures de la coiffe sont à traiter chirurgicalement, soit par réinsertion arthroscopique, qui est le traitement de référence, et quand on ne peut pas le faire, parce que les conditions ne s'y prêtent pas, on a des solutions palliatives qui donnent quand même des résultats et qui permettent en tout cas d'attendre la prothèse inversée de l'épaule. Et en conclusion aussi, je voulais vous dire qu'un bon résultat post-opératoire repose donc sur la sélection des patients. Vous nous envoyez des patients
qui n'ont pas des lésions dépassées. Il faut bien sûr avoir une maîtrise des techniques chirurgicales et un bon contrôle de la rééducation post-opératoire. Et j'insiste encore, avec du passif pendant environ 6 semaines, sous protection également d'une attelle, petite orthèse avec un coussin d'adduction. Voilà, je vous remercie. Je vous laisse ici mes coordonnées. Je peux soit vous envoyer des documents sans répondre à vos questions. Vous avez aussi mon site où il y a un certain nombre de diaporamas en PDF qui sont accessibles. Merci, professeur Verzier. On va passer à la partie questions-réponses. Alors, la première question, est-ce que les anti-inflammatoires ne sont pas délétères pour les tendons à long terme? Alors, pour les tendons, pas vraiment, y compris pour les infiltrations. C'est vrai que parfois, on voit des patients qui ont eu 10, 20, 30 infiltrations. Ça m'est déjà arrivé. Il faut savoir que les infiltrations, en fait, c'est certes local, mais ça passe dans le sang. Et donc, ça peut avoir d'autres conséquences. Par contre, les anti-inflammatoires sont délétères pour la cicatrisation. On peut donner des anti-inflammatoires pendant 2 à 3 jours en post-opératoire parce que ce sont des très bons antalgiques. Mais il faut toujours garder à l'esprit que la cicatrisation, qu'elle soit d'ailleurs osseuse, qu'elle soit tendineuse ou tissulaire d'une manière générale, est une inflammation et donc on coupe un petit peu l'action de cette inflammation. Donc ça donne une moins bonne cicatrisation. Deuxième question, est-ce que les infiltrations gléno-humérales ont une incidence sur la qualité tissulaire tendineuse? Non, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça agit avant tout sur la cicatrisation. Voilà, ça bloque la cicatrisation, mais par contre, ça ne modifie pas. Hein. Quasiment tous les patients qu'on opère de la coiffe des rotateurs ont eu plusieurs infiltrations. Et donc, ça ne modifie pas vraiment les choses, puisque de toute façon, lorsqu'on va opérer, on va réactiver l'inflammation, on va stimuler au niveau de l'os en abrasant l'os, et également, on va aviver la partie distale du tendon qui est assez scléreuse. Concernant l'indication chirurgicale, la durée entre la rupture et l'opération est-elle déterminante sur la rétraction tendineuse? Si oui, quelle durée maximale à ne pas dépasser entre rupture et opération? Comme je l'ai précisé, en fait, plus on opère rapidement le patient, meilleur sera le taux de cicatrisation. Donc, globalement, l'étanchéité de la coiffe. Donc, il ne faut pas trop attendre. Ensuite, la rétraction tendineuse, elle est surtout en relation avec l'extension de la lésion. C'est-à-dire qu'au départ, on a une petite lésion qui va s'agrandir au fil des mois. Donc, plus on va attendre, plus on aura une lésion importante avec des résultats qui sont moins bons. Donc, ce que l'on préconise actuellement, c'est d'opérer rapidement les patients. Et ce n'est pas une question de mois ou d'années, c'est une question de récupération des amplitudes. C'est-à-dire, dès que le patient a ses amplitudes articulaires, il faut l'opérer. Donc, ça veut dire que si c'est un patient qui a d'emblée ses amplitudes, il ne faut pas attendre. Il faut traiter chirurgicalement, si toutes les autres conditions que l'on a vues sont réunies, pour réinsérer son tendon. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. N'hésitez pas à nous le dire si vous avez besoin d'une reprécision. La position du patient pendant l'intervention est en décubitus latéral. Combien de temps d'intervention? Donc, la position du patient, dans la grande majorité des cas, est en beach-chair, c'est-à-dire en position assise. Voilà. Certains peuvent le faire en décubitus latéral. En tout cas, moi, j'ai commencé en décubitus latéral parce que c'était prôné, parce que les anesthésistes avaient peur de cette position de décubitus dorsal en position assise. Mais avec l'évolution des techniques, c'est devenu la position de référence. Une intervention, c'est variable selon ce que l'on fait au niveau de l'épaule, s'il y a 1, 2, 3 tendons, s'il faut faire une ténotomie du biceps ou pas. Mais globalement, ça dure, je dirais, en moyenne 45 minutes d'intervention, entre 45 minutes, 1h15 à peu près. Toutes les ruptures partielles non traumatiques relèvent du traitement médical d'emblée ou est-ce qu'il y a une place pour la chirurgie? C'est-à-dire qu'en fait, on commence toujours par un traitement, on dira médical et fonctionnel.
parce que ça fait mal, parce que le patient a beaucoup de difficultés au départ à lever son épaule. Mais si les amplitudes sont complètes, on n'est pas obligé d'attendre longtemps. On peut attendre quelques semaines. Si on voit qu'il n'y a pas d'enraidissement, qu'il n'y a pas de capsulite qui apparaît, le patient peut être opéré. Par contre, tant qu'il n'a pas ces amplitudes, en tout cas passives, complètes, eh bien, il faut insister sur la récupération fonctionnelle. Donc, la balnéo, la rééducation, l'auto-rééducation. Et dès que le patient a récupéré ses amplitudes, on va vers la chirurgie. Non péjoratifs sont présents. S'il y a beaucoup d'éléments péjoratifs dans le bilan, dégénérescence graisseuse, l'espace sous-acromial très réduit, l'accident du travail, tous ces éléments qui disent attention, on va avoir un mauvais résultat. Si ces éléments-là sont présents, on va attendre un petit peu. Est-ce que les calcifications des tendons peuvent disparaître naturellement? Oui. Alors, les calcifications, d'abord, on ne sait pas d'où ça vient. On sait que c'est fréquent, c'est-à-dire qu'il y a environ, la statistique, 16% essentiellement des femmes qui ont ça entre 40 et 60 ans. Il y a 20% de ces femmes qui ont des calcifications bilatérales. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Ce n'est pas un problème alimentaire, ce n'est pas un problème d'activité. Voilà. Alors après, oui, ça peut effectivement disparaître spontanément et de manière très douloureuse. C'est-à-dire que la calcification se perce et le liquide qui n'est pas une pierre, c'est un peu comme de la pâte de dentifrice. J'ai une très belle vidéo là-dessus. Se vide dans la bourse sous-acromiale avec une réaction inflammatoire extrêmement violente. On appelle ça le furoncle de l'épaule. Et c'est une manière de guérison. C'est-à-dire qu'on calme avec des infiltrations, avec un traitement médical, mais généralement, ça disparaît, mais ça disparaît très souvent de manière bruyante, douloureuse. Lorsque la chirurgie ne peut pas être indiquée, quelles sont les solutions palliatives à mettre en place? Donc, c'est ce que j'ai marqué dans mon topo. Il y a différentes manières. Premièrement, on n'est jamais obligé d'opérer, c'est-à-dire que si les patients ne se plaignent pas vraiment de gêne majeure, on peut les laisser comme ça et traiter soit par des infiltrations, par la rééducation également. Et puis, si la plainte est présente, on peut bien faire une des techniques que j'ai décrites, c'est-à-dire si le patient est vraiment jeune, c'est-à-dire moins de 60 ans, qu'il a vraiment perdu toute sa rotation externe, on peut faire un lambeau, donc, qui va permettre de réanimer la rotation externe. Sinon, on peut également faire des techniques palliatives, comme je vous l'ai montré, une décompression sous-acromiale, la section du tendon du biceps, on peut mettre des patchs, on peut mettre le ballon pour maintenir l'espace, etc. Mais plus le patient va être âgé, plus on va aller rapidement vers une one-shot, c'est-à-dire la prothèse inversée de l'épaule, pour une rupture massive de la coiffe. Puisque la rupture massive représente quand même la principale contre-indication de la réparation. Y a-t-il des indications aux écharpes cou de corps lors de lésions de la coiffe non traitées chirurgicalement? Non, parce que c'est source de capsulite rétractile, donc d'algodystrophie. On pourrait croire qu'effectivement, moins le patient bouge son épaule, moins il aura mal. En fait, par expérience, on sait que les gens qui ont cette immobilisation ont tendance à se positionner comme je suis ici, c'est-à-dire surélèvent leur épaule, donc ascensionnent la tête contre l'acromion et augmentent la douleur. Voilà. Et plus les problèmes en relation avec la contracture permanente, les problèmes rachidiens, donc ce n'est vraiment pas une bonne solution. On peut mettre pendant 2-3 jours éventuellement, mais la principale traitement de cela, c'est quand même la mobilisation douce de l'épaule et la rééducation associée aux infiltrations. Pourquoi la prothèse implique une mauvaise récupération des rotations? Parce que généralement, l'indication de la prothèse inversée de l'épaule, on parle bien de la prothèse inversée, c'est complètement différent de la prothèse anatomique. Donc la prothèse inversée de l'épaule se pose sans les rotateurs externes. Généralement, quand on a une ascension de la tête contre l'acromion, il n'y a plus de rotateur externe, il n'y a plus de sus-épineux, il n'y a plus de sous-épineux. Vous mettez une prothèse, mais vous ne restituez pas, il n'y a pas la présence de ces tendons après la prothèse non plus.
Par contre, il compense beaucoup. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de rotation externe, il ne peut pas faire ça, qui n'a plus de rotateur. Par contre, avec la prothèse, il va avoir de l'élévation grâce au deltoïde et il va pouvoir à nouveau toucher sa tête. Une fissuration intralamellaire non transfixiante du supraépineux peut-elle évoluer vers la cicatrisation? Alors, généralement, non. Ça évolue pas pour des raisons biologiques. Et c'est souvent des lésions qui apparaissent sur des conflits entre l'acromion et le tendon. Donc, souvent, ça ne cicatrise pas. D'ailleurs, les calcifications, lorsqu'elles se percent, la coque de la calcification ne cicatrise pas. Il y a un trou à l'intérieur du tendon. En parlant de calcification, le fait d'enlever les calcifications sans réparation tendineuse a-t-il un sens? Et d'ailleurs, on ne les enlève pas. Avant, quand j'ai commencé la chirurgie de l'épaule, il y avait beaucoup de patients qui étaient opérés pour effectivement percer la calcification qui, naturellement, j'ai vu, il y a une question qui passait, hein, que j'ai appelée la furoncle de l'épaule, ça se perce, ça fait l'épaule hyperalgique, oui, c'est ça, c'est lorsque la calcification se perce. Mais en fait, elle se perce spontanément. Si on y va chirurgicalement, le taux de capsulite rétractile après vidange de la calcification chirurgicale, c'est-à-dire par le chirurgien, est quasiment à 50%. C'est-à-dire un patient sur deux fait une capsulite rétractile si on essaie chirurgicalement d'enlever sa calcification. Donc, le traitement de la calcification, il est avant tout médical. Ce sont les infiltrations, 1, 2, 3, souvent éco-guidées, donc par le radiologue, dans la calcification. On peut également réaliser ce qu'on appelle un lavage. C'est le radiologue qui fait ça avec un gros cathéter, qui met dans la calcification pour essayer d'aspirer tout le résidu, enfin toute la calcaire, entre guillemets, qu'il y a dans cette calcification. Si ça ne suffit pas, on peut utiliser la lithotritie, ce qu'on utilise pour les calculs rénaux. Voilà. Et c'est seulement dans 1 millième peut-être des calcifications qui résistent que l'on peut éventuellement, sous arthroscopie, aller percer cette calcification, la vidanger. Voilà. Donc, c'est une intervention qui a quasiment disparu. Alors, on va continuer sur les calcifications, s'il y a beaucoup de questions dessus. Quelles en sont les causes? De quoi donc? On ne sait pas. Donc, on ne sait pas. Personne ne sait ça. On ne sait pas d'où ça vient. C'est ce que j'ai expliqué. Ce n'est pas un problème alimentaire, ce n'est pas un problème d'activité. Il y a peut-être un problème hormonal. Voilà. Mais on ne sait vraiment pas la cause de la calcification. Peut-on avoir des calcifications sans douleur? Faut-il les enlever? Non. On laisse, hein, on traite que si ça fait mal. D'ailleurs, si le patient a des calcifications découvertes fortuitement, il n'y a aucun traitement envisagé. Peut-on insérer différemment les tendons de la coiffe si l'option thérapeutique est une prothèse inversée afin de pallier aux amplitudes déficientes? Alors, il faut comprendre que si on met une prothèse inversée de l'épaule, encore une fois, ça veut dire qu'il n'y a plus de rotateur, il n'y a plus de sus-épineux, il n'y a plus d'infra-épineux. Et certains ont essayé d'associer prothèse et lambeau. C'est extrêmement lourd et encore une fois, les résultats des lambeaux, ce n'est pas la panacée. C'est-à-dire que ce n'est pas 90% de bons résultats, on est plutôt 50-60% de restitution d'une rotation externe. Mais le patient qui doit bénéficier d'une prothèse inversée, il n'a pas cette demande-là. Il a une demande d'abord d'antalgie, c'est-à-dire de suppression de la douleur, qu'amène vraiment la prothèse inversée de l'épaule. Et ensuite, avec la rééducation et l'éducation, il réapprend à élever son bras pour compenser les rotations. Après, il y a maintenant des nouvelles techniques qui permettent d'optimiser les rotations par le positionnement des implants. Donc, c'est des techniques guidées par ordinateur qui permettent de positionner d'une telle manière la prothèse. On sait que le potentiel de récupération des rotations est sera la meilleure. Il y a beaucoup de questions sur le sujet des ondes de choc.
sur globalement, qu'est-ce que vous pensez des ongles de choc et notamment dans les calcifications et tendinopathies? Oui. Donc, ce sont des traitements qui permettent de favoriser la rupture de la calcification. Voilà, donc ça va accélérer la cicatrisation naturelle, c'est-à-dire la vidange de la calcification, donc en provoquant souvent une épaule hyperalgique, mais qui est la forme de guérison de la calcification. Chez les patients jeunes et sportives, la répétition des micro-traumatismes est souvent responsable d'une rupture ainsi qu'un mauvais geste technique. Est-ce que le déséquilibre musculaire entre rotateur externe-interne est aussi responsable de ces ruptures et donc il faut travailler en vue de modifier ces ratios en prévention et après chirurgie, notamment dans les sports d'armée, hand-volley? Exactement. Oui, il faut absolument équilibrer les rotateurs internes et les rotateurs externes. Il y a beaucoup de sports qui favorisent l'un ou l'autre. Et donc, ça fait partie du travail des kinés, des staffs médicaux là, dans certaines équipes. Je pense au volleyball, par exemple, mais aussi tous les sports qui peuvent se faire en rotation interne, donc qui favorisent beaucoup le déséquilibre et donc la rotation interne. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la rotation interne va amener le tendon sus-épineux vers le ligament acromio-coracoïdien et donc favoriser sa lésion. Qu'entend-on exactement par rupture transfixiante, rupture totale ou bien dès qu'il y a une discontinuité ou un trou dans les tendons de la coiffe? Tout ce qui vient d'être dit, c'est la même chose. D'accord. On On passe à autre chose. communication entre l'intra-articulaire et l'espace sous-acromial. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a la capsule articulaire et le tendon, les deux étant fusionnés. Pour qu'il y ait le passage du liquide, par exemple articulaire, vers l'espace sous-acromial, il faut qu'il y ait un trou. Donc, la rupture transfixiante, c'est un trou dans la coiffe des rotateurs qui fait communiquer l'articulation et l'espace sous-acromial. C'est-à-dire que si j'injecte du produit dans l'espace articulaire, il va aller dans l'espace sous-acromial et inversement. Quelle est la place de la section du nerf suscapillaire? Donc, le nerf suprascapulaire, qui est au niveau de l'échancrure, on peut le sectionner quand les patients sont hyperalgiques et quand il y a une destruction massive et complète, irréparable de la coiffe. C'est la manière de supprimer la douleur en relation avec cette rupture massive qui n'est plus réparable. Et ça ne va pas engendrer un problème si on doit mettre une prothèse inversée. Puisqu'en fait, cette prothèse inversée ne va pas réparer les tendons supra- et infraépineux. Voilà, donc ça ne gênera pas, ça ne donnera pas un plus mauvais résultat. Par contre, ça permet de gagner du temps et ça, on dira, ça va supprimer la douleur du patient. Mais il faut bien sûr qu'il y ait une rupture non réparable du supra- et de l'infraépineux. Alors, pour revenir à la partie 1, on a une question. Quel tendon est douloureux quand on pose la main derrière l'épaule côté controlatéral? Comme ça, je suppose. Genre le test de Berug. Alors ça, on teste donc le subscapulaire. C'est le sous-scapulaire. Donc, c'est le rotateur interne que l'on va. C'est pas tellement. Ça peut créer une douleur. Et ce test-là sert surtout à analyser la force dans la partie haute du sous-scapulaire. Et lorsque le patient n'arrive pas à tenir sa main et que la main est facilement arrachée par l'examinateur, cela traduit qu'il y a une rupture de la partie haute du sous-scapulaire. Après, il faut faire attention parce que quand on fait ça, on met en compression l'acromio-claviculaire. Donc la douleur, ça peut être aussi une douleur acromio-claviculaire. C'est le cross-arm test. Est-ce que les bursites sous-acromiales sont fréquemment associées à la dégénérescence des tendons? Quand on a une bursite sous-acromiale, on peut parler de conflit. C'est-à-dire qu'il y a une irritation de la partie superficielle de la coiffe. Ce n'est pas vraiment une dégénérescence, mais ça peut être par exemple quelqu'un qui a un travail de force, qui utilise beaucoup son acromio-claviculaire, qui est hypertrophié, et cet acromio-claviculaire va frotter sur la partie superficielle du tendon supraépineux. Et la partie superficielle du tendon supraépineux est recouverte par
la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Donc, l'inflammation que l'on voit, par exemple en échographie ou en IRM de cette bourse traduit non pas une dégénérescence, mais je dirais un conflit. Donc un conflit entre la voûte, qui peut être acromiale, ligament acromio-coracoïdien, articulation acromio-claviculaire, et ce qu'il y a au-dessous, c'est-à-dire le tendon supraépineux. Pouvez-vous nous dire ce qu'est l'intervalle des rotateurs et s'il y a des pathologies associées à cette région? Donc, l'intervalle des rotateurs, c'est un espace anatomique qui est situé entre le sus-épineux, en particulier le bord antérieur du sus-épineux, et le bord supérieur du sous-scapulaire. Cet espace, il est composé de 3 éléments. En profondeur, c'est le tendon de la longue portion du biceps. Puis au-dessus, c'est la capsule, avec la synoviale de la capsule. Il y a également l'arrivée du ligament gléno-huméral supérieur. Et puis, c'est recouvert par un ligament qui s'appelle le ligament coraco-huméral. Les pathologies que l'on voit dans cet espace sont des pathologies qui peuvent être du biceps, et il peut s'agir également d'une rétraction de cet espace qui est, soi-disant, un des éléments de la capsulite rétractile. C'est-à-dire qu'on peut avoir la rétraction et que certains sectionnent cet espace pour assouplir l'épaule. Concernant la réparation d'une petite rupture transifiante minime par PRP. En fait, PRP seul, ça sert pas à grand-chose. Il faut se méfier beaucoup des PRP. Vous avez vu dans ma présentation, j'ai dit que le PRP est intéressant uniquement si on sélectionnait les patients. C'est-à-dire que si on fait une suture à double rang, si on applique complètement donc, le tendon de manière impeccable sur le footprint, c'est-à-dire sur l'insertion osseuse, et entre les deux, on va mettre le PRP. Si on injecte du PRP comme ça ne sert à rien, il ne sera pas concentré. Ensuite, le PRP, c'est un concentré plaquettaire. Et il faut savoir qu'il y a des machines qui fabriquent des PRP où le taux de plaquettes est inférieur à celui qu'on trouve dans le sang. Donc, il faut vraiment se méfier de ça. On en voit partout, tout le monde utilise ça. Si on veut vraiment être efficace, il faut doser la concentration des plaquettes dans ce qu'on injecte. Il faut vraiment qu'il y ait une concentration très élevée. Donc, bien sûr, il y a plein de gens qui vont sur Internet, ah ouais, moi je vais avoir du PRP, etc. Mais il y a des centaines de différences entre les PRP. En tout cas, si on injecte de manière isolée dans une rupture partielle, il n'y a pas de différence significative, par exemple, par rapport à une injection de corticoïdes. Ça ne va pas boucher le trou, ça ne va pas faire cicatriser les choses. Est-ce que le SD-LRC est indépendant de la notion de lésion de la coiffe? Oui, c'est le terrain. Il y a des gens qui feront des capsulites rétractiles, c'est-à-dire une algoneurodystrophie. Tous les praticiens là, qui assistent le savent bien. Il y a un contexte particulier. Il y a des gens qui, juste en parlant avec eux, on sait que ça va mal se passer dans les suites et qui vont faire une algodystrophie. Mais ça n'a rien à voir avec la coiffe. Alors bien sûr, ces gens-là qui ont un contexte particulier, qui ont des problèmes sociaux, professionnels, qui sont stressés, angoissés, qui disent comment je vais reprendre mon métier, comment ça va se passer, je vais plus pouvoir travailler, je vais plus pouvoir faire ci, faire ça, m'occuper de mes enfants. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans leur tête. Et donc, ils sont hyper angoissés, ils se plongent sur Internet, ils ne lisent que les complications de l'intervention, ils ne voient pas les bénéfices. Et dans les suites, voilà, ils développent une capsulite. Mais ça, ce n'est pas dépendant de l'épaule, c'est une articulation qui donne un peu plus de capsulite, d'algoneurodystrophie, que les autres articulations. Les infiltrations sont-elles agressives pour les tendons? Eh ben, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure. Non, ce n'est pas très agressif. Simplement, ça va entraîner une espèce de fibrose. Ça va supprimer l'inflammation du tendon proprement dit. Donc, ça va le fibroser à ses extrémités, mais ça ne va pas le détruire. Par contre, encore une fois, je le répète, ça ralentit la cicatrisation d'une intervention. On a un participant qui nous demande des précisions sur où se fait la suture du long biceps. Pour répondre à ça, parce que au début, quand on faisait ça, on avait tendance à le faire très haut, parce que ça se faisait en même temps que la réparation de la coiffe. Donc, on faisait la suture, la ténodèse,
du biceps juste à l'entrée de la gouttière. Et donc, il dépassait un petit peu et entraînait des conflits. Maintenant, quasiment tous les chirurgiens de l'épaule font la ténodèse à l'intérieur de la gouttière, c'est-à-dire beaucoup plus bas, 2-3 cm au-dessous on dira, de l'insertion de la coiffe. Donc, si bien qu'il n'y a plus les douleurs qu'on avait auparavant. Très bien. Alors, il vous reste 3 questions. Ah. Est-ce qu'une entorse de l'acromioclaviculaire peut être un facteur prédictif de la dégénérescence de la coiffe à long terme? Non, pas du tout. Par contre, une pathologie dégénérative de l'acromioclaviculaire va diminuer l'espace sous-acromial, c'est-à-dire l'espace dans lequel est le supraépineux, le sus-épineux. Donc, naturellement, s'il y a une hypertrophie de l'acromioclaviculaire, il peut y avoir un impact direct sur le tendon. C'est-à-dire que ça peut appuyer sur le tendon, entraîner une lésion par frottement, par compression, etc. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir ça sur les IRM. On voit très bien l'empreinte de l'acromioclaviculaire, parfois, lorsqu'elle est hypertrophiée, sur le tendon du supraépineux. La longue portion du biceps sert-elle vraiment à quelque chose en mode physiologique ou est-elle juste un souvenir de notre quadripédie? Exact. Ça ne sert à pas grand-chose. Il y a une vingtaine d'années, avec Gilles Valche, j'avais fait une étude sur la section isolée, donc la ténotomie isolée de la longue portion du biceps, puisque ce chirurgien qui a opéré des dizaines de milliers d'épaules, c'est lui qu'on a opéré le plus au monde, on l'appelait le biceps killer, donc le tueur de biceps, parce qu'il coupait tous les biceps. Et 10 ans après, on a revu ces patients-là. Il y a eu 100 patients qui ont été vus et qui avaient donc uniquement des problèmes de biceps, pas de coiffe. Et en fait, l'ascension de la tête 10 ans après était de 1 mm. Donc, on ne sait pas vraiment à quoi sert le biceps, puisque finalement, quand on fait des ténodèses du biceps, les gens ne perdent pas la force dans le biceps. Moi, j'ai opéré plusieurs judokas de haut niveau qui n'ont pas perdu du tout de force dans leur biceps, du fait de la ténodèse. Donc, effectivement, pour moi, c'est un reliquat de la bipédie. Quand on s'est relevé, finalement, oui, on a porté ce problème avec nous, quoi. Avez-vous un avis sur les corrélations possibles entre l'amplitude globale en rotation de la gléno-humérale et les ruptures de la coiffe, notamment une rotation interne exagérée? Oui, rotation interne exagérée. Généralement, s'il y a une rotation interne exagérée, c'est qu'il y a une rétraction des tendons rotateurs externes. Donc, peut-être effectivement, on en revient à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire que si on a un déséquilibre entre les rotateurs internes et les rotateurs externes, c'est probablement un facteur favorable aux lésions de la coiffe. Du sport ou un kiné ou un ostéo qui parle de ça, il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre les rotateurs internes et les rotateurs externes. Finalement, la tête, c'est comme pour les chevaux, quand on tire sur une reine ou l'autre, on va équilibrer finalement la tête du cheval. Si on tire toujours du même côté, voilà, on va entraîner des rétractions d'un côté, des distensions de l'autre qui sont défavorables à l'évolution spontanée de la coiffe. Très bien. Et alors, la dernière question est plus un réajustement. La rupture faciale traumatique d'épaisseur supérieure à 50% d'épaisseur relève-t-elle d'une chirurgie d'emblée? C'était ça la bonne question. D'emblée. On sait qu'il n'y a aucun traitement efficace là-dessus. Après, il y a une petite différence entre les ruptures superficielles, c'est-à-dire la face superficielle de la coiffe, qui ne se voit d'ailleurs qu'en IRM. Si on fait un arthroscanner, on ne verra pas ça. Et puis les ruptures de la face profonde, qui sont souvent des conflits avec la glène. C'est le conflit postéro-supérieur d'ailleurs. Voilà. Mais de toute façon, ces deux lésions, généralement, sont chirurgicales. Sauf si on a une personne très âgée. Mais souvent, ça apparaît chez des patients qui sont en pleine activité. Et il faut les opérer et souvent, ça donne de très bons résultats. Donc, on complète, pour finir la réponse, on complète la rupture partielle pour le transformer en rupture totale et on réinsère comme une rupture totale, transfixiante.
Voilà. Merci. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est la fin de cette conférence. Merci beaucoup, professeur Verzier. Voilà. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Si vous voulez que le professeur Verzier ait d'autres sujets sur l'épaule, n'hésitez pas à le mettre dans le sondage qui est en fin de… quand on va finir la réunion. Si vous avez d'autres questions à lui poser, vous pouvez l'ajouter à votre réseau sur Meredith Santé et le contacter directement par message. Merci, au revoir tout le monde. Merci de votre présence et participation.